Et il manque encore... Et alors, on a également... alors, je reprends... Oui, c'est ça, c'est Cécile Larue. Elle est là. d'Awaken, qui nous a rejoint. Voilà, un peu d'eau. Tout va bien? Vous êtes bien installés? Alors, il y a un micro sur cette table. Alors, je vais laisser la parole à nos invités. Alors, créer, évidemment, c'est tout à fait passionnant, mais il y a différentes façons d'y arriver. Alors, on a avec nous Anaïs Préto. Elle est là, voilà. Alors, Anaïs Préto, dites-nous, vous êtes cofondatrice de Live Mentor. Alors, cette société, elle a été créée avant vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on peut finalement créer, mais j'allais dire un peu en cours de route de l'histoire de l'entreprise. Et cette entreprise a été créée, les statuts avaient été déposés en 2012, ouais. Voilà, avec 4 associés. Et puis en 2017... Anaïs arrive, voilà. Elle arrive dans le projet, elle s'associe avec Alexandre qu'elle connaissait, voilà. Et puis, mais pour un nouveau projet qui correspond quelque part à un nouveau positionnement de l'entreprise. Hein, c'est bien ça. Alors, expliquez-nous un petit peu. Oui, alors nous, c'est vraiment une histoire pleine de rebondissements. D'ailleurs, oui. Pour la petite histoire, je m'étais déjà associée avec Alexandre juste avant, parce qu'on s'était associés quand on était à l'école ensemble en 2007, je crois. Ça s'était extrêmement mal passé. Je crois qu'on a fait 400 € de chiffre d'affaires et on n'a même pas touché le chiffre d'affaires puisque le 3e associé est parti avec la caisse. Parce qu'on avait oublié de faire un pacte d'associés. On ne savait pas tout ce que c'était. Donc au moins, on a appris de ça. Et ensuite, donc moi, ça m'avait un petit peu refroidi de l'aventure entrepreneuriale. Je me suis dit, on ne m'y reprendra pas. Je vais aller faire des choses un peu plus encadrées. Donc j'ai fait mes gammes plutôt dans des grands groupes et dans des startups vraiment plus établies. Mais Alexandre, lui, ça l'a pas du tout refroidi. Il a recréé une autre entreprise qui a craché aussi. Cette fois, 17 € de chiffre d'affaires, encore pire. Pas mal. Et jusqu'à donc s'associer avec 2 autres associés en 2012 pour créer Live Mentor, qui à l'époque était pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'était une place de marché de cours particuliers. Donc en 2012, la société se crée. On lève des fonds en 2016, en août 2016. Enfin, il lève des fonds parce que j'étais pas dans la structure à l'époque. Et les fonds arrivent en août 2016 et Alexandre et ses associés historiques se disent en fait, on ne croit plus du tout dans ce projet-là. On ne se reconnaît pas du tout dans la place de marché. Tout le monde parle de place de marché, mais on ne croit pas du tout dans le modèle économique. On veut pivoter vers un modèle intégré et pivoter vers un focus sur une seule verticale, celle des entrepreneurs, puisque la seule chose qu'on a appris dans notre parcours, c'est que s'il y a bien quelque chose qui est compliqué à faire en France, c'est pas tant d'apprendre les maths, mais c'est vraiment d'entreprendre, puisque nous-mêmes, on avait eu beaucoup de problèmes, comme vous pouvez le voir. Oui, parce que c'est un peu une mise en abîme, hein, quelque part. Oui, c'est complètement une mise en abîme. Voilà, vous êtes en train de parler de votre... On a expérimenté notre produit avant, voilà. En entreprenant de différentes façons. Donc en 2016, on lève des fonds, donc on pivote un mois après, ce qui est quelque chose que je déconseille à toute personne qui va lever des fonds un jour. Évitez de pitcher un projet pour obtenir des fonds d'un investisseur pour ensuite changer complètement le modèle un mois après. En général, ça leur fait un petit peu peur. Donc ça a démarré de façon assez chaotique. Heureusement, on a eu la chance d'avoir un fonds de vrais entrepreneurs et pas seulement d'investisseurs, donc ils nous ont fait confiance. Ils étaient un petit peu fous, je crois. Et effectivement, donc en 2017, moi j'arrive pour me réassocier au projet. Donc les 2 autres associés historiques d'Alexandre partent, puisque mine de rien, ça faisait quand même depuis 2012, donc ils avaient fait leur chemin personnel et souhaitaient sortir de l'aventure. Et moi, je me suis associée avec Alexandre à ce moment-là, donc sur une entreprise qui était jeune dans le projet, puisque ça faisait que depuis 2016, donc 1 an qu'on travaillait sur ce modèle-là, mais avec une structure qui était déjà historique et avec le 0 à 1 qui était déjà fait. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat qui correspond un petit peu au statut de late founder, dont on ne parle pas souvent, puisqu'on a toujours l'impression qu'entreprendre, c'est forcément démarrer de zéro. Et c'est vrai, il faut que quelqu'un démarre de zéro. Et je suis extrêmement reconnaissante envers Alexandre et ses associés historiques pour avoir démarré le projet. Mais moi, c'est une structure que je développe à part égale avec Alexandre depuis 2017 maintenant.
Et alors, comment ça se passe quand on arrive comme ça dans un projet, même si vous connaissiez Alexandre, etc. Oui. C'est quoi? C'est plus facile ou au contraire, il y a quelque chose qui a pas été vraiment imaginé dès le départ, on n'a pas été là vraiment à la source? C'est tout à fait possible, en fait. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est tout aussi passionnant et tout aussi riche. Alors, je pense que ma situation est plus facile, enfin en tout cas plus spécifique que celle d'un directeur général, par exemple, qui aurait été placé par un fonds ou et qui va pas forcément être choisi par l'autre associé. Donc moi, j'ai cette chance-là de très bien connaître Alexandre depuis longtemps, pour avoir déjà entrepris avec et pour ensuite avoir suivi le projet, comme on suit le projet d'un ami au fur et à mesure. Donc ça aide beaucoup. En revanche, je pense que le principal avantage, c'est que on arrive avec un type d'entreprise qui correspond très bien à un caractère comme le mien. Moi, je pense que tous les entrepreneurs ne sont pas forcément extrêmement bons pour le 0 à 1. Il y a beaucoup de personnes qui sont très bons pour plutôt structurer quelque chose qui existe déjà, ou pour plutôt partir de l'existant et essayer de l'améliorer, qui ne sont pas forcément très bons pour la première phase, qui est de l'expérimentation un peu anarchique. Et en ce sens-là, je pense que c'est bon de connaître le fait qu'on peut entrer dans les boîtes à ce moment-là pour le faire et qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer dans le moule du 0 à 1. Ça, c'est vraiment l'avantage. L'inconvénient, en revanche, et le challenge qu'il faut vraiment anticiper, c'est qu'on arrive avec un vrai historique. Donc c'est vraiment très très important de se faire accompagner, notamment sur les problématiques administratives et juridiques, parce qu'on arrive quand même avec une table de capitalisation qui n'est pas forcément évidente. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de négocier avec les personnes qui vont sortir? Parce qu'en général, il y a des discussions assez intéressantes où certains perçoivent le fait de rester qu'on reste comme une énorme chance, quand en soi, on peut le percevoir comme quand même plutôt quelque chose de risqué. Donc c'est important de trouver le bon équilibre pour que personne ne se sente lésé, parce que nous, on va devoir vivre avec la boîte, vivre avec la table de capitalisation. Et si on veut qu'ensuite la boîte puisse se refinancer sans avoir des cadavres dans le placard, c'est important que ça se passe bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à anticiper. Ne pas négliger l'accompagnement, notamment juridique et légal, parce qu'il y a une règle, c'est que le pire arrive toujours. Donc si à un moment donné, l'un de vos avocats vous dit attention, parce que si cette personne-là reste dans la cap table, ou attention, si vous négociez de cette façon-là, voilà ce qui peut arriver, dites-vous que ça va forcément arriver. Donc c'est très important cette chose-là. Et ensuite, c'est important aussi parce qu'il y a l'historique, et même si on connaît très bien la personne, et ça je pense que ça s'applique à n'importe quel type d'entreprise en vérité, c'est très important, je trouve, de se faire accompagner. Nous, on s'est fait coacher par un coach, tout simplement, pour vraiment essayer de poser sur une feuille nos façons de travailler, ce qui nous énervait chez l'autre. On s'est enfermé pendant 3 jours dans une forêt sans Wi-Fi pour vraiment fixer les règles de la collaboration. Et c'est, je pense, quelque chose qui est d'autant plus important lorsqu'on s'associe avec quelqu'un qui a déjà eu des associés historiques, parce qu'il y a forcément des choses qui se sont mal passées avec les associés historiques, et c'est important de ne pas se dire « moi je suis le sauveur, je suis le héros, ça va forcément mieux se passer ». Non, il faut vraiment mettre les choses à plat. Et maintenant, on a les deux, nos modes d'emploi. Donc voilà comment je travaille moi, voilà comment tu travailles toi. Et voilà ce que je déteste chez toi, ce que j'apprécie dans le travail chez toi. Et ça nous a vraiment aidés. Et je pense que c'était important de faire un peu un reset, parce que dans tout rebond de ce type-là, il y a un historique, il y a des émotions, ça reste quand même des personnes qui sortent du projet, même si c'est d'un commun accord. Donc c'est important de prendre le temps pour repartir sur des basses scènes, encore plus que dans un autre projet, je trouve. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour cette belle histoire pleine d'énergie. On voit qu'il y a du débit, hein? Oui, il faut. Il y a de l'énergie. Il faut. Il y a de l'énergie. Alors, Majdeline Ngueri, on va vous passer le micro. Vous êtes directrice des opérations et directrice générale déléguée de cette société qui s'appelle Innovealth et qui a été créée par son président fondateur Adnan El Bakri, alors qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais vous connaissez vraiment pleinement son histoire, vous le connaissez déjà depuis quelques temps. Alors expliquez-nous rapidement, voilà l'histoire un petit peu de la création de cette société. D'accord. Oui, effectivement, je m'appelle Majdeline Ngueri, je suis la directrice générale déléguée associée en fait à Adnan El Bakri, qui est le président fondateur d'Innovealth. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, cette société? Juste en 2 mots. Parce que là, c'est vrai qu'on va parler plutôt de la manière dont vous avez monté vos projets, mais voilà, précisez-nous un petit peu alors, en fait, Innovealth a développé un produit qui s'appelle Pascare, donc qui ressemble à ça, qui a un passeport santé. Pascare, c'est ça. Pascare, tout à fait. Ouais.
qui est un passeport santé interactif qui permet à chaque citoyen du monde de maîtriser ses données de santé et de les partager avec le professionnel de son choix, et ce, dans le monde entier. Voilà, avec un profil d'urgence qui est représenté par un QR-code que vous pouvez voir sur cette carte-là. D'accord. Voici pour le produit. Donc effectivement, je connais Hanan depuis le début de son aventure. En fait, c'est un chirurgien urologue qui, lors de son internat, en fait, a expérimenté le monde hospitalier et s'est rendu compte aussi des lacunes, du manque de partage d'informations pour le patient. D'ailleurs, il a vécu une expérience assez douloureuse avec une patiente qui est décédée à cause de ce cloisonnement de l'information, ce manque de partage de l'information, le fait que le patient ne maîtrise pas ses données de santé et est obligé de les réclamer difficilement pour pouvoir les obtenir dans les différents établissements. Donc il a eu cette idée lors de son internat en urologie de créer son entreprise. Donc il a créé. C'est toujours les déclics, hein. C'est ça qui est toujours intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui donne l'impulsion, qu'est-ce qui va déclencher le projet de création. Voilà. Donc ça, c'était en avril 2016. Donc à cette époque, moi, je travaillais chez un courtier en assurance. Et donc, en fait, on a eu l'occasion de le rencontrer. On a eu l'occasion de tester Pascare auprès de nos assurés. On a fait un POC au sein de notre cabinet de courtage en assurance. Cette preuve de concept. Voilà, oui. Tout à fait. Qui a bien fonctionné sur une zone géographique précise, donc la ville où on était implanté. Et après, on l'a déployé comme ça a bien fonctionné au niveau national. Et donc, Hanan a souhaité, je l'ai accompagné, a souhaité que je le rejoigne pour pouvoir développer son entreprise quand il a fini son internat. Donc, il a fini il y a plus d'un an. Donc, lui s'est consacré pleinement à cette entreprise. Il avait déjà des salariés au sein de cette entreprise. Et donc, je l'ai rejoint pour pouvoir structurer cette belle entreprise. On a 37 salariés aujourd'hui. Donc, on fait de l'international. Donc, on a des clients en France et à l'international. Et c'est pas facile tous les jours, hein, vous devez le savoir. C'est pas un long fleuve tranquille, voilà. Bien sûr. On a levé des fonds depuis le début, 4 millions d'euros, mais c'est des fonds, en fait, des investisseurs privés, ce qui nous permet d'aller au bout de notre vision, d'être maître de notre entreprise, parce que c'est très important pour nous. Là, on va lever 15 millions d'euros. On a eu un soutien très très important de la BPI que je tiens à souligner. On commence à voir les liens se tisser entre les différents intervenants là. Voilà, donc c'est vrai que la BPI a toujours là pour le coup, on a eu un fort soutien, un vrai soutien de la BPI, et 75% de nos actionnaires sont des professionnels de santé aussi. Donc on avait envie aussi d'embarquer le monde professionnel avec nous, les faire adhérer au projet afin Oui. Est-ce que vous avez été accompagné par quel type de réseau, puisqu'on parlait d'accompagnement juste avant Alors au départ, on a démarré dans une structure qui accompagne les startups qui s'appelle Innovact à Reims. Pendant quelques années, et là depuis un an et demi, on a nos propres locaux. Et c'est vrai qu'au départ, on était chez un incubateur. Chez un incubateur, voilà. D'accord. Et ça vous a aidé justement, parce que ça peut intéresser justement certaines personnes. Le fait de démarrer son projet comme ça Oui, l'avantage c'est qu'on a effectivement la partie hébergement, on a pu embaucher 2 salariés, puis 3. Le réseau aussi. On peut profiter également du réseau de cet incubateur. Donc c'est vrai que pour démarrer, c'est plutôt confortable pour une start-up en fait, de démarrer dans ces conditions avec un soutien de la BPI en plus. D'accord, quels sont les projets de l'entreprise ? Vous parliez de levée de fonds, c'est pour... Alors nous, on souhaite lever 15 millions d'euros, oui. Dont 5 millions par le biais d'une STO. Donc c'est une levée de fonds par le biais de la blockchain pour aller au bout de notre ambition. Qui est, en fait, on fait du B2B2C, on passe par des intermédiaires pour déployer au maximum Pascare en France. Donc c'est une entreprise qui peut être dans une démarche RSE, qui souhaite proposer Pascare à ses salariés, peut le faire. Ça peut être des établissements de soins, des groupements de pharmacie, des professionnels de santé qui sont prescripteurs de Pascare. On a comme référence, par exemple, L'Oréal, qui utilise dans ses termes à Saint-Gervais Pascare pour le suivi des grands brûlés. On a Alcatel qui propose Pascare à l'ensemble de ses salariés dans le monde qui voyage. Donc l'avantage, c'est que l'employeur s'assure que son salarié a ses données de santé avec lui, peut faire de la visio à distance. Donc voilà. On a en référence de belles PME également, MK Energy, des collectivités qui prennent Pascare pour leurs élus et leurs salariés. Donc ça, c'est pour la France. Et pour le marché international, on a attaqué le marché africain.
Donc, avec des premiers contrats au Gabon notamment. Avec la CNAMGS, là, on passe au niveau étatique. Donc ça devient une carte vitale connectée avec Pascare, le passeport santé intégré à la carte vitale. La Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant, qui est l'hôpital de la Première Dame de France. Voilà, enfin, il y a voilà. Un développement vraiment très international et au niveau national. C'est vraiment permettre à chaque citoyen du monde entier d'avoir ses données de santé avec soi, les partager avec le professionnel de santé de son choix. Voilà. Super, bravo, merci. Beaucoup pour ce témoignage. Alors on parlera peut-être, s'il nous reste du temps, de ces levées de fonds. On en parlera peut-être avec Anaïs Preto qui disait qu'en fait effectivement le financement est important dans les entreprises et que vous aviez peut-être l'envie de créer peut-être une formation sur le financement pour les nuls, peut-être, pour justement essayer de vulgariser un petit peu tout ça. Alors, je voudrais, avant de passer la parole à Didier Roche, de laisser la parole à Dominique Dupaty, qui est juste à côté de vous, Didier. Dominique Dupaty, vous êtes fondatrice d'Anti-Réseau. Parlez de santé. Voilà, il faut que vous leviez, comme ça on vous verra bien. Alors, merci d'être là en tout cas. Dites-nous ce qu'est Anti-Réseau. C'est un réseau... Alors, en fait, Anti-Réseau, c'est une entreprise que j'ai créée sous forme d'auto-entrepreneur en 2009. Donc, vous voyez, on fête nos 10 ans. Quel était votre parcours Alors, un parcours complètement atypique. Je suis passée de la gestion de décharges d'ordures ménagères à l'entrepreneuriat, enfin plutôt au développement, à l'export de parfums. Je suis passée aussi par les palais des congrès. Voilà. Mais ma base, c'est un petit peu une base quand même d'acheteur. Mais j'ai effectivement un parcours très atypique qui a commencé dans une école Montessori. Donc effectivement, Montessori vous donne aussi envie de développer des choses. Et c'est pour ça, déjà, mon parcours d'entrepreneuse a commencé, je pense, à l'école. Ça a commencé là, vous aviez ça dans la tête. Par contre, voilà, vous avez fait un parcours. Et au bout de combien de temps vous avez créé Anti-Réseau? Il y a combien de temps? Alors, donc, il y a 10 ans. Et ça n'a pas été... En fait, ça a été une création rebond. Ça, il faut dire que souvent, les créations rebond, c'est des bonnes créations. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez une création rebond? En fait, j'ai été licenciée d'une entreprise. J'étais cadre, je manageais une équipe de 12 personnes. Et effectivement, on se retrouve un peu au fond du trou, on ne s'aperçoit pas de ce qui vous arrive. Et puis, la création rebond, justement, c'est d'avoir envie d'avoir la niaque, envie de créer des choses, envie aussi de poursuivre son parcours, parce que la création d'entreprise, c'est une poursuite, c'est pas seulement une rupture, c'est une belle poursuite et justement on y applique beaucoup de choses. Quand on est jeune, on y applique aussi son expérience, son école, etc. Et quand on est plus senior, on y applique justement ses expériences professionnelles. Alors, quelle est l'activité d'Anti-Réseau? Alors, nous, on fait du conseil et de la formation sur la loi handicap. On accompagne plutôt les grandes, voire quand même les PME de plus de 20 salariés pour se mettre en conformité avec la loi handicap. Et donc, moi, j'ai créé en 2009. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'être entrepreneur, c'est surtout être un chien truffier. Il faut être un beau chien truffier quand on est entrepreneur. D'ailleurs, j'en ai un à côté de moi, c'est Didier Roche. C'est un magnifique chien truffier. Il est comme moi. En fait, vous allez vous engouffrer dans les opportunités. Et moi, par exemple, j'ai créé Anti-Réseau surtout pour faire du conseil en achat avec justement la loi handicap, parce qu'on peut acheter auprès du secteur du travail protégé adapté pour répondre en partie à son obligation d'emploi. Et en fait, j'ai dérivé en fonction de toutes les opportunités qui m'étaient offertes, en fonction de clients, en fonction de ma curiosité personnelle. Un entrepreneur, il faut qu'il soit curieux. Et donc, par exemple, on développe des événements maintenant, dont un événement sur l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. On va dans les écoles sensibiliser les jeunes en situation de handicap. On sensibilise les demandeurs d'emploi en situation de handicap à la création d'entreprise. On fait ça avec H-Up, dont Didier est président. Et donc, vous voyez, en fait, on s'engouffre dans des brèches. Il faut avoir un bon sens paysan aussi, écouter son instinct.
ne pas rester aussi buté dans un mur parce qu'on sent que ça ne prend pas. Il faut vraiment, évidemment, s'entourer, mais développer des choses où justement il n'y a personne, où il n'y a pas grand monde et où vous, entrepreneurs, vous sentez que vous serez bien dans cette orientation. Alors, vous avez démarré seul ou alors vous avez été vraiment accompagné et par qui? Ah, j'ai pas du tout été accompagnée, mais alors pas du tout. J'ai été juste, en fait, quand même, il faut dire que Pôle Emploi m'a beaucoup, m'a proposé justement de créer une entreprise. Elle m'a dit, bon, avec votre tempérament, je pense que ça vous irait bien. Je me suis dit, bah oui, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai jamais osé. Et effectivement, j'ai démarré seule. Ce qui est difficile pour l'entrepreneur, c'est commencer seul, hein. C'est pour ça que je rebondirai aussi sur ce qu'a dit la personne qui a écrit ce bouquin, oui, que je vais acheter d'ailleurs. Nicolas Destrin. S'appuyer sur ses proches, c'est très important. Moi, mon mari m'a énormément aidé et m'aide encore beaucoup à penser à entreprendre, à penser à développer, à travailler avec mes collaborateurs. C'est vraiment son socle, c'est sa famille, ses amis. Voilà, il faut vraiment. Voilà, on bien en parlait s'entourer. avec Nicolas Destrin qui a cité sa famille, et puis le président aussi, Dimitri Pivot, qui a évoqué bien sûr sa femme qui était là aussi à ses côtés dans les moments difficiles et puis au moment de la création de cette fondation Second Souffle. Donc effectivement, on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement par des professionnels pour son métier, mais c'est vrai que c'est très important de s'entourer avec voilà, des proches qui sont là pour vous soutenir au quotidien, parce que ça c'est... Voilà, quand on rentre chez soi après le boulot, eh bien, on continue à cogiter. Et il faut vraiment être soutenu parce qu'on doit avoir des hauts, des bas C'est dans sûr, son et puis on son travaille parcours. comme des bêtes. Hein. Il faut vous dire que quand même, quand on est entrepreneur, on travaille énormément. Enfin, moi, je travaille 12 heures par jour et depuis 10 ans. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui sont dans la salle? Justement, votre cas, vous parliez de Pôle Emploi, c'est un des partenaires évidemment de cet événement. Vous retrouvez un mur des offres avec un grand écran tactile. Il y a aussi pour les amateurs et les traditionnels compulseurs de documents écrits. Là, vous pouvez aussi, tout ça, c'est repris par écrit aussi. Mais voilà, il y a un certain nombre d'offres. Il y a plus de 200 offres qui sont proposées en bas. Quel conseil vous donneriez? Alors, premier conseil, soyez sympathique, soyez ouvert. Vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir, qui vont vous demander des conseils. Ne fermez pas votre porte, même quand vous avez 10 ans d'entreprise. Dites bonjour, merci. Ça, c'est le premier conseil à l'entrepreneur. Et je vous jure que ça marche. Merci beaucoup pour ce témoignage, Dominique Dupaty, fondatrice d'Andy Réseau. Alors, je vais, avant de laisser encore la parole à Didier Roche, que je vais garder pour la fin, Cécile Larue. Alors, bonjour. Cécile Larue, bonjour, soyez la bienvenue. Alors, cet acronyme AKWN. Non. AWKN. AWKN, pardon, voilà, je m'embrouille même moi-même. C'est la contraction d'Awaken, qui veut dire d'Awaken, oui, alors qui veut dire s'éveiller, qui veut dire en anglais. S'éveiller. Alors s'éveiller quoi? S'éveiller au changement, c'est ça, quelque part? Entre autres. Bonjour à tous. Alors, je suis cofondatrice de Waken. Alors nous, on développe un outil pour les formateurs, les coachs, les consultants, pour leur permettre de fabriquer de façon très simple des accompagnements distanciels en complément, qui vont utiliser en complément de leurs prestations présentielles. Tout a démarré quand, avec mon associé, on travaillait dans une grande entreprise, une grande banque, la Société Générale pour ne pas la nommer. Et tout a commencé quand on en a eu marre du gâchis de la formation. C'est-à-dire qu'en gros, on se forme, on reste des jours isolés et on fait des trucs super avec des formateurs de grande qualité. Et puis quand on rentre au bureau, on ne retient rien. Et donc voilà. Et on a voulu lutter contre cette courbe de l'oubli qui est physiologique et qui est juste là parmi nous tous. Alors comment avez-vous créé justement cette structure concrètement? Et est-ce que vous avez été accompagné justement par qui, comment Alors, je vais essayer de ne pas dire ce qui a déjà été dit, qui était super intéressant. Anaïs, tout ce que tu as dit, je m'y suis retrouvée aussi.
Nous, on a eu la chance de participer à un concours d'intrapreneuriat au sein de notre entreprise. Et c'est ça qui nous a donné le déclic, c'est ça qui nous a permis de nous lancer pour de vrai. Je dis nous, c'est mon associé et moi. Et c'est ce qui fait que c'était un peu la piste de décollage. À l'issue des 6 mois d'incubation que notre entreprise nous a gentiment offert, on a décidé de se lancer vraiment pour de vrai, donc de quitter le groupe. Et ça c'était quoi, en 2018, c'est ça? Quitter le groupe, c'était avril dernier. Oui. Et l'incubation date de 6 mois d'avant. D'accord. Donc, on a été accompagné, ça vous en avez parlé plusieurs fois, on a été accompagné pendant 6 mois par un incubateur qui est le School Lab. Et ensuite, on a volé nos propres ailes et on a décidé de créer notre entreprise pour de vrai. Voilà. D'accord. Il fallait casser un peu les habitudes, penser un peu autrement, c'est ça que vous aviez aussi souhaité? Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose de absolument fondamental quand on se lance. Moi je ne crois pas du tout à la recette magique. Je ne crois pas qu'il y a des grandes théories sur l'entrepreneuriat. Par exemple, on entend beaucoup dire qu'il ne faut pas créer sa boîte avec un ami. Je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, oui, probablement, en moyenne, il ne faut pas créer de boîte avec ses amis. Mais moi, j'ai créé ma boîte avec un pote et ça se passe super bien. Je crois à l'harmonie. Est-ce qu'il faut croire à son intuition ou on peut se tromper aussi? Je crois qu'il faut avoir de grandes croyances et de grandes intuitions et faire confiance à ses intuitions. Néanmoins, quand on s'est lancé, nous, il a fallu qu'on fasse quelque chose de très fort, mais je crois que tout le monde doit le faire, c'est casser nos habitudes, casser nos croyances très limitantes. Moi, j'ai fait 17 ans dans un grand groupe. Je pense que je faisais partie plutôt des gens qui étaient innovants, en tout cas créatifs. Je pensais vraiment que je pensais différemment. Et en fait, quand je suis entrée au School Lab et qu'on a commencé à nous accompagner sur le mode un peu start-up, là, je me suis rendu compte que, en fait, malgré tout, j'avais acquis un certain nombre d'habitudes. Il y en a plein, hein, le rapport à l'échec, etc., etc. Et donc, ça, il faut casser ça. Et quand on est entrepreneur, on a parlé de curiosité. Il faut être curieux, mais être curieux, c'est être OK pour changer d'avis, c'est être OK pour apprendre tous les jours, c'est être OK pour ne pas avoir des idées arrêtées. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci Cécile pour ce témoignage. Je vais laisser la parole. Je suis désolé, j'aimerais vous entendre évidemment plus longtemps. Je vais laisser la parole à Didier Roche. Alors, beaucoup de personnes vous connaissent. Vous êtes non-voyant et vous êtes, ce que vous dites, un serial rêveur. Alors, c'est quoi ça, serial rêveur? En fait, c'est quelqu'un qui a des rêves et qui va leur donner vie avec différentes formes juridiques. Peut-être l'entreprise, la coopérative, c'est peut-être aussi l'associative. Mais c'est toujours cette perspective de donner vie à un rêve, le partager, accompagner des gens, le confier pour aller donner vie à un autre rêve. Alors, vous êtes président de la fondation Dans le Noir, c'est ça? Donc, ce sont des restaurants dans le Noir, ce sont des spas dans le Noir. Et vous êtes également président d'H-Up Entrepreneur, ça c'est une grosse association qui promeut l'entrepreneuriat et le handicap. Et puis bon nombre d'autres entreprises encore, c'est à peu près une dizaine d'entreprises, je crois, de structures à laquelle vous êtes à la tête. Dans le Nord n'est pas une fondation, c'est un groupement d'entreprises dont je suis cofondateur, les restaurants Spa dans le Noir, avec 2 autres associés que sont Édouard Debreuil, le principal associé, Fabrice Rosca, et une 4e qui nous a rejoint qui est Chanel Le Noir. Donc c'est pas du tout une fondation, c'est vraiment un groupement d'entreprises. On est implanté dans plusieurs pays et plusieurs continents. Voilà, donc comment ça fonctionne. Et j'ai effectivement je suis en responsabilité de gérance ou de présidence sur une dizaine de structures. Alors comment justement on peut, comme ça, être un serial rêveur, certes, mais il y a du concret dans tout ça, il y a des projets, il y a des entreprises, il y a des hommes qui y travaillent, il y a des financements de ces projets. Comment on fait pour lancer un certain nombre de projets comme ça sur les rails? Alors moi, ma technique, c'est de trouver un numéro 2 assez rapidement avec qui je vais travailler et à qui je vais tout donner. C'est-à-dire je n'ai pas peur de confier mon savoir et mon savoir-faire à des gens. C'est l'objectif premier, c'est d'abord d'accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent porter des projets avec moi et ensuite se développer.
Ensuite, la grosse problématique, elle est souvent financière. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne manque pas d'argent en France. Alors c'est un peu osé que de le dire. Oui, vous dites l'argent coule à flot. Oui, l'argent coule clairement à flot en France. Il y a plein de financements qui ne trouvent pas preneur. Après, il faut juste trouver les bonnes formes juridiques. Donc parfois, je vous ai dit, c'est l'associatif. Quand on a un projet qui n'a pas de visée business, ça peut être les ESUS. On en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai 2 ESUS. Ça peut être des schémas plutôt capitalistiques. Et puis, il y a toujours cette idée de voir qu'est-ce qu'on veut faire de son bébé. L'entreprise est souvent un enfant que l'on met au monde. Et on a parfois cette vocation de soit le garder dans le temps, avec une transmission familiale, soit de se dire je veux me développer plus vite, pour la vendre plus vite, pour aller vers d'autres rêves plus vite. J'accompagne aujourd'hui je mentore quelques entrepreneurs, notamment un projet qui s'appelle Proxy Soins. L'idée, c'est de lutter contre le désert ruraux avec des camions médicalisés. Et donc la question que je lui posais, c'est est-ce que tu veux avoir une centaine de camions et travailler sur 60 ans pour cela? Auquel cas, ça sera ton entreprise. 60 ans est un chiffre au hasard. Ou est-ce que tu veux que ton projet, il ait 100 camions dans 1 an? Auquel cas, tu vas devoir ouvrir ton capital et puis qu'il ait 1000 camions dans 3 ans, 5 ans. Et puis que, rêvons, tes camions sont dans le tour du monde. Et puis à partir de là, c'est une boîte qui va être une licorne et tu la vends à un moment. Tu n'auras plus 100% de ta boîte, mais tu auras peut-être 20% de ta boîte. Tu auras plein d'associés et puis tu la vendras. Tu la vendras, je dis n'importe quoi, à 1 milliard d'euros. Tu auras 200 millions d'euros pour toi. Et avec ça, tu vas pouvoir aller t'amuser, faire d'autres projets et naître d'autres projets. Et ça, il ne l'avait pas entendu. Il ne l'avait pas imaginé. Et dès lors qu'on lui a proposé cette perspective-là, il s'est mis en œuvre vers autre chose. C'est-à-dire que il a compris que plutôt que d'être attaché à un propre projet, l'idée n'est pas tant de prévoir l'avenir que de le permettre. Et ça, c'est important. Et donc, ne pas se focaliser sur une stratégie à proprement parler. Demain, je veux être ça. Mais plutôt de dire, voilà, ce que j'aimerais, c'est ça. Et je vais faire tout pour que cette chose-là puisse être permise. Donc, l'entrepreneur, moi, je le conçois comme tel. Et puis ensuite, ce que j'explique à des gens, c'est qu'on ne doit pas avoir pour finalité le fait d'être le plus riche du cimetière. Ça sert à rien. Voilà. Vous dites que vous êtes surendetté? Oui, moi je suis très endetté, on pourra en parler. Et donc être le plus riche du cimetière, ça n'a pas de sens. Et je vais reprendre Bernard Arnault qui a été interviewé il n'y a pas longtemps. L'argent n'est que la conséquence du travail bien fait. Donc dès lors que vous allez bien travailler, dès lors que vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour fonctionner, l'argent arrivera. C'est toujours bien penser le système dans le bon sens. Moi, j'ai vu des gens qui me disent « je vais être patron pour être riche ». Ouais, mais bon, ça ne marche jamais. Parce qu'il faut travailler avant. Et donc, il faut bien penser pour que l'argent arrive. Alors moi, je suis surendetté, effectivement. Je suis fils d'ouvrier, donc voilà, j'avais pas un bas de laine conséquent pour démarrer. Et puis, voilà, j'ai avancé. Et à un moment, quelqu'un m'a dit « tu sais, soit on est riche, soit on le devient. Et quand on le devient, il faut être à un moment être prêt à s'endetter énormément. » Ou avoir l'idée du siècle, mais bon, je ne suis pas suffisamment intelligent pour ça. Et donc, l'idée, c'est de travailler, et donc je m'endette. Et dès que je monte un projet, dès que j'ai 10 euros en poche, j'ai envie de monter un projet, donc je vais en emprunter 10. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, il faut faire tourner l'argent, c'est ça, en fait? Alors, moi, l'idée, c'est qu'il y a 2 façons. Soit on est sur des projets très capitalistiques, donc notamment la BPI qui va financer des capitaux, qui va venir en complément, et va vous dire, voilà, moi, je peux te mettre 200 000, mais tu mets 200 000 euros en capital, donc l'argent est bloqué. C'est une première mode de fonctionnement, c'est de capitaliser. La deuxième, moi, que j'utilise beaucoup, c'est de faire tourner l'argent. Alors, comment je fais? Je vais donc avoir 200 000 euros à mettre. Je vais prendre un capital de 10 000 euros et je vais mettre 190 000 euros en compte courant d'associé, rémunéré. Et donc, dès que l'argent est possiblement remonté, je le remonte. Donc, dès que la société a un peu d'argent de trésorerie, je remonte mes comptes courants d'associés. Et donc, je récupère, dans un délai plus ou moins court, mes 190 000 euros avec donc un petit peu d'intérêt dessus. Et donc, cet argent-là, je le remets ailleurs. C'est comme ça que je fonctionne. Soit de la capitalisation importante parce que le projet le nécessite, notamment par des cofinanceurs, soit parce que je vais donc mettre du compte courant d'associé. Je marche beaucoup par compte courant d'associé. Alors Dominique Dupaty disait tout à l'heure, il faut être un bon chien truffier. Vous l'êtes, Didier Roche, un bon chien? Alors je ne sais pas si je suis un bon chien truffier. Moi je suis encore une fois un serial rêveur. C'est un média que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. C'est vraiment de donner vie à ses rêves. Et je ne m'interdis rien. Je suis un riscophile. Je vibre quand il y a du risque. Parce que j'ai appris que si on ne voulait pas de risque, eh bien, il fallait vers la routine. Au moins, on était sûr d'une chose, c'est qu'elle était mortelle. Alors, comment vous voyez-vous et comment vous rêvez-vous dans 5 ans, dans 10 ans? Moi, j'aimerais que les projets associatifs que j'ai pu monter, notamment un shop entrepreneur dont faisait état Dominique,
que ce projet à fort impact social disparaisse. Alors, je surprends toujours mes salariés en disant que je travaille à ma mort. Ça voudrait dire que le système associatif qu'on a mis en place à Shop Entrepreneur, finalement, a permis que le droit commun s'empare de cette problématique-là, et donc on n'aura plus lieu d'être. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, moi, ma vie, elle est d'entrepreneur, puisque c'est le sujet de la scène, mais surtout, je me donne une mission qui est d'accompagner les gens. Et moi, c'est mon pétrole au quotidien. Je ne vise pas l'argent, c'est un moyen, mais je ne le vise pas. Je ne vise pas la postérité non plus, parce que d'abord, je ne la verrai pas. Mais par contre, d'accompagner les gens et de les voir grandir, de leur permettre de s'épanouir dans tout un tas de choses, ça me fascine. Et donc, à chaque fois que je monte un projet, comme je vous l'ai dit, je cherche un numéro 2 avec une équipe. Et puis, quand je suis dans le champ associatif, je veux accompagner les gens. Et puis, même dans mes équipes, je reçois tout le monde dans mon bureau. Alors, j'en profite encore parce que je le peux. Demain, je le pourrai probablement plus si je continue à me développer. Et voilà, je reçois tout le monde, que ce soit l'homme de ménage, que les DG. Et puis, ils ont toujours un petit truc à me raconter. J'ai toujours une petite idée pour eux. Je leur donne un avis. Je leur donne jamais de conseils, mais simplement des avis. Et donc, de voir s'épanouir les gens dans mes projets, c'est ça, moi, qui me fascine. Alors, si vous n'avez pas de conseils, mais un bel avis à donner à nos auditeurs aujourd'hui? Bien, quand je regarde les entrepreneurs, quand je regarde les personnes que j'accompagne, en fait, je vois plein de gens heureux. Des gens qui s'éclatent dans leurs projets, des gens qui s'épanouissent. Et j'ai envie de dire à l'Assemblée, finalement, comme eux, n'ayez pas peur du bonheur, c'est juste un bon moment à passer. Merci beaucoup, Didier Roche, pour ces super messages. Merci et bravo pour l'ensemble de vos projets et de vos initiatives. Merci, mesdames, monsieur, pour cette table ronde. On va continuer, voilà, à découvrir des histoires.